Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, conflit foncier à Ndingler, la tension renaît. Des affrontements ont éclaté entre paysans et agents de sécurité de la Sedima. On dénombre 5 blessés, dont 2 dans un état grave. Les cultivateurs demandent à l'État de trouver cette fois-ci une solution définitive. Vent d'apaisement à Diohine, l'appel à la paix de Cheikh Ndigal-Sène. Le père du marabout incriminé déclare que son fils Serigne Bara Sène va quitter le village. Suite à la marche d'hier, un homme a rendu l'âme. Aujourd'hui, le soixantenaire aurait inhalé du gaz lacrymogène. On vous explique tout dans un instant. Journée internationale de la presse, les journalistes exigent la mise en application du code de la presse et de meilleures conditions de travail. Presque partout sur le territoire, ils ont exprimé des doléances. Et puis en ce jour symbolique pour le journalisme, la presse internationale pleure un pionnier. Béchir Ben Yahmed, le fondateur du magazine Jeune Afrique, est mort aujourd'hui à Paris. Gestion de l'hydraulique rurale, les conflits coulent de source. De Thiès à Diourbel, les populations fustigent la gestion des forages ruraux. L'un des fermiers, souvent incriminé, Aquatech, se lave à grande eau. Selon ses dirigeants, la société a hérité d'une gestion catastrophique des forages. Nous ferons le point. Et puis les parents des victimes du dramatique incendie de l'hôpital Magatte-Lô de Linguère retrouvent difficilement une vie normale. 10 jours après la tragédie, les parents ne bénéficient toujours pas de l'assistance psychosociale annoncée par le président de la République. Reportage édifiant à suivre. Après près de 10 mois d'accalmie, la tension renaît à Ndingler. 5 blessés, dont 2 dans un état grave, ont été enregistrés dans un affrontement ce matin entre des agents de sécurité de la Sedima et des paysans. En juillet dernier, une solution provisoire avait été annoncée par le ministre de l'Intérieur d'alors Ali Ngouille. Mais 9 mois après, le conflit foncier éclate de nouveau. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Après quelques mois d'accalmie, la violence a repris ses droits à Ndingler, un affrontement entre les villageois et les agents de sécurité du Sedima. Un blessé grave du côté des agents de sécurité. Vers 10h, c'est ce matin vers 10h qu'on m'a appelé pour me dire que des habitants de Ndingler, armés de coupe-coupe, de machettes et toutes sortes d'armes, sont venus pour nous attaquer dans les champs. Et d'ailleurs, ils ont blessé un agent de sécurité. Actuellement, il est à l'hôpital. Et je pense que c'est pas une solution de venir trouver des gens en train de travailler et de les attaquer. De toute façon, dès que M. Ngom est informé de la situation, il nous a demandé d'œuvrer dans la paix et qu'il va essayer de discuter avec les habitants pour qu'on essaie de trouver une solution à l'amiable, car il n'est pas dans les dispositions d'un bras de fer, encore moins nous inciter à la violence. Du côté des villageois, on dénombre 4 blessés, dont 2 graves. Ces paysans de Ndingler estiment qu'un des leurs était parti dans les champs où l'État leur avait demandé de cultiver durant la saison dernière pour le débroussaillage. C'est par la suite que les agents de sécurité lui a refusé l'accès avant de le malmener. Une situation qui a entraîné la réaction des habitants de Ndingler. D'ailleurs, ces habitants invitent l'État à régler ce problème définitivement avant que le pire ne se produise. Merci Abdourahmane. Et cette tension à Ndingler contraste avec le climat de décrispation qui s'installe maintenant à Diohine suite aux manifestations d'hier. Cheikh Ndigal-Sène, le père du marabout incriminé par les populations, appelle au calme. Il écarte toute idée de conflit interreligieux à Diohine. Cheikh Ndigal-Sène annonce que son fils Serigne Bara Sène va quitter le village. Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant, sait ce qu'il se passe et nous, Sérères, savons également tout ce qui est derrière. C'est la paix qui nous intéresse et rien d'autre. Je tiens à préciser que Serigne Cheikh Ndigal-Sène ne prône pas la violence. Il ne s'agit nullement d'un conflit entre chrétiens et musulmans. Les populations de Diohine sont tous mes amis. Je ne veux que la paix. Mes biens détruits sont estimés à près de 100 millions de francs CFA, mais je ne réclame rien comme dédommagement. Quant à mon fils Serigne Bara Sène, je souhaite qu'il ne mette plus les pieds à Diohine et je laisse tout aux populations de Diohine. Je ne leur en veux pas du tout.
Cher Ndigelsen, traduit par Pape Balagay de la radio RFM. Cette décision de désescalade a été malheureusement précédée par la mort d'un soixantenaire qui aurait participé à la marche d'hier, manifestation qui, vous le savez, a occasionné 14 blessés. Le défunt aurait inhalé du gaz lacrymogène. D'autres sources révèlent en revanche que l'homme a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Voyons tout cela avec Aminata Goudjapi. Les manifestations d'hier ont fait une victime à Djoin, un homme d'une soixantaine d'années qui a participé à la marche de protestation pour exiger le départ de Serigne Bara Sène est décédé suite à un malaise. Il aurait fait un accident vasculaire cérébral. En tout cas, c'est ce que ses proches ont confié aux autorités administratives. Il a inhalé du gaz lacrymogène selon certains témoins. Il est décédé au centre de santé de Fatick où il était admis. Le calme est revenu ce matin à Djoin, même si les stigmates des échauffourées de ce dimanche sont encore visibles. Des pierres et autres cartouches de lacrymogène jonchent les ruelles du village. Quelques habitants étaient aussi aux alentours de l'une des maisons du marabout brûlées. Il n'y reste que des cendres et du bois carbonisé. 14 personnes, il faut le rappeler, dont 6 gendarmes ont eu des blessures lors de ces affrontements. Les 39 manifestants arrêtés ont tous été libérés hier dans la soirée. Une source nous révèle que les initiateurs de la marche pacifique vont abandonner toute forme de manifestation, mais campent sur leur position. Ils comptent faire enclencher une procédure judiciaire contre lui. Serigne Cheikh Ndigelsen, père du marabout en question, prévoit de faire une déclaration. Et rappelons-le, Aminata, le calme est donc revenu ce soir à Djoin. Merci beaucoup Aminata et Abdou Karim Bey. L'autre grand titre de cette édition, la presse rouge de colère. Les journalistes ont organisé un rassemblement devant les locaux du ministère de la Culture et de la Communication ce matin. Ils protestent contre les maux qui gangrènent la profession et les difficiles conditions de travail. Compte rendu Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. Il faut continuer ce combat pour la liberté de la presse. Des images inhabituelles. La presse rouge de colère expose ces mots. Menaces, agressions, violences, conditions difficiles, application, conventions collectives. Les difficultés sont multiples. Nous demandons une seule chose, plus de liberté pour la presse. On va rester libre! Encore libre! C'est le moment de montrer à toutes ces forces qui menacent nos libertés que nous allons dire non, que nous allons mettre un holà, que nous allons mettre un stop à tous ces agissements. Nous demandons aux autorités d'appuyer, d'aider, encadrer surtout cette presse en ligne. Et nous ne devons jamais accepter d'être la cinquième colonne. Et si on continue à ne pas se solidariser, je pense qu'on va continuer à vivre, que ce soit des agressions, mais ce qui s'est passé récemment ici au Sénégal. Jeunes reporters, doyens et des patrons de presse, tous ont fait le déplacement. Ils veulent parler d'une seule voix, mutualiser les forces, assainir le secteur, différencier les rôles, redonner à la presse ses lettres de noblesse. Ces dernières années, la presse a été chahutée, dû au fait qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, on ne sait plus qui est journaliste, qui ne l'est pas, et qui est technicien des médias et qui ne l'est pas. Et je pense que de ce côté-là, nous avons un combat à mener. Que ces forces sociales qui souhaitent nous accompagner arrêtent de nous opposer les uns aux autres. Le journaliste et le patron de presse sont embarqués dans la même galère. La journée mondiale de liberté de la presse célébrée autrement. Les acteurs de la presse veulent un règlement définitif des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les jeunes reporters, quant à eux, se disent victimes de la plus grande précarité. Ils exigent au patron de presse l'application de la nouvelle convention collective. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes reporters n'ont pas de contrat, ne bénéficient pas de couverture maladie universelle. C'est des stages à n'en plus finir alors que nous n'avons pas rempli notre contrat. Notre part du contrat avec les professionnels. Et ce que nous demandons, c'est des clauses minimalistes, juste le respect de la convention collective. On vit aujourd'hui la précarité. Nul n'ignore aujourd'hui que les journalistes ne peuvent pas vivre de ce métier parce qu'il n'y a pas des retombées qu'il faut. Si tu vois, au niveau d'assurance maladie, nous ne sommes pas inscrits au niveau d'assurance maladie. Nous ne sommes pas dotés de caisse de sécurité sociale aussi. On est épargné de cela. Donc, tant de conditions. La convention collective des journalistes n'est pas encore appliquée dans certaines rédactions. Beaucoup de rédactions même n'ont pas appliqué.
Et il n'y avait pas que des journalistes à cette manifestation. Des membres de la société civile et d'autres partenaires sociaux ont tenu à manifester leur soutien aux reporters qui nourrissent les tranches d'information. Voici leur réaction en marge du rassemblement. Nous disons que votre lutte est une lutte noble. La presse est un maillon très important dans l'évolution de la démocratie. Donc nous devons vous soutenir. Vos patrons doivent vous soutenir. Vous savez bien que nous, notre credo, notre première priorité, c'est vous encadrer les travailleurs, essayer de nous mettre à vos côtés pour que vos revendications puissent être satisfaites. Votre métier n'est pas facile du tout, mais retenez que vous êtes un pilier fondamental pour la démocratie sénégalaise. Du point de vue également de la redevabilité, nous avons toujours demandé, et nous continuerons également à demander, que le ministère en charge de la communication publie la liste des bénéficiaires de l'aide à la presse. Et à Sédhiou, les journalistes ont terminé la manifestation avec un brin d'amertume. Leur mémorandum n'a pas été reçu par le préfet du département. Les journalistes se désolent de la démarche de l'autorité. Max Clit de Canfani est le coordonnateur de la Convention des jeunes reporters à Sédhiou. Le sitting a été bien respecté par les confrères de Sédhiou. Seulement, nous déplorons le fait qu'au niveau de la préfecture, que Madame le préfet n'ait pas voulu sortir pour recevoir notre mémorandum. Et sur la déclaration de l'autorisation, il a été bien mentionné que nous allons tenir un sitting au niveau du rond-point de la mairie, face à la mairie, et suivi d'une remise de mémorandum, chose qu'on n'a pas pu faire. Et en cette journée mondiale de liberté de la presse, je pense que c'est déplorable. Nos jeunes reporters qui sont là à souffrir dans des rédactions pour des stages à n'en plus finir. Un journaliste égale un salaire. Que l'État puisse aider les journalistes à pouvoir travailler convenablement. Tout reporter, que ce soit un cadre, un technicien, tout travailleur des médias mérite un salaire. Et il faut l'application de la convention collective, la signature de tous les décrets d'application pour que le code de la presse soit respecté, parce que c'est seul le code de la presse qui peut nous sauver, qui peut sauver le métier de journaliste. Toujours dans le sud, à Ziguinchor, cette fois-ci, plusieurs journalistes et techniciens des médias ont battu le macadam entre la gouvernance et la préfecture de Ziguinchor. Ils ont arboré des brassards rouges, brandi des pancartes et entonné des slogans pour réclamer de meilleures conditions de travail et plus de sécurité. Écoutons le secrétaire général de l'association des professionnels de l'information et de la communication à Ziguinchor, Aliou Sissé, interrogé par notre équipe Lamine Mandiang et Boubacar Tiassi. On parle de contrat à durée indéterminée, mais malheureusement, nous assistons à des stages à durée indéterminée. Vous êtes stagiaire dans un organe de presse, vous faites 10 ans, 20 ans. Il y a des journalistes qui sont là depuis plus de 10 ans, qui n'ont jamais eu de contrat. Et ça, c'est illégal. La loi l'interdit. Le Code du travail dit qu'un journaliste ne peut pas, qu'un travailleur ne peut pas signer avec la même entreprise plus de 2 contrats à durée déterminée. Ici, il y a des gens qui ont de petits contrats de prestation de services répétés à l'infini. La loi dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 ans de contrat à durée déterminée dans une entreprise. Dans nos entreprises de presse, nous faisons plus de 10 ans. La loi dit qu'à l'entrée, au début de la prestation, d'une relation de travail entre employeur et employé, il faut que cela soit écrit. L'absence d'écrit s'analyse un non-contrat à durée indéterminée. Cela n'est pas respecté. Il y a beaucoup de journalistes qui sont dans des organes de presse qui n'ont jamais eu de contrat. À Dakar, le mémorandum de la coordination des associations de presse a été récupéré par le directeur de la communication, Ousseynou Dieng, se réjouit des réformes entamées pour l'assainissement et le développement du secteur de la presse. Il était l'invité de la matinale de TFM interrogé par Mambiram Diouf. Le président de la République nous a toujours demandé de mener les réformes dans une démarche consensuelle. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Daouda Mine, qui a aujourd'hui mis sa plateforme, aujourd'hui qui vient de finir les 100 premiers dossiers. Et donc c'est à eux, il leur appartient à eux de délivrer la carte de presse qui est maintenant désormais numérisée et sécurisée, qui va permettre à chaque journaliste de le montrer et de pouvoir le vérifier lors d'un événement. Donc ça, c'est la première étape de la réforme.
La deuxième étape, c'est les entreprises de presse. On ne parle plus d'organes de presse parce que la question de la viabilité économique est extrêmement importante. Et là, nous avons travaillé avec le régulateur et avec TDS pour justement mettre en place des conventions et des cahiers de charges pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Ça veut dire les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs, tout le monde. Aujourd'hui, nous avons finalisé les cahiers de charges et les conventions. C'est les acteurs, les éditeurs eux-mêmes qui ont demandé encore un peu de temps pour réfléchir parce qu'il y a des questions financières qu'il va falloir régler. En parlant justement de questions financières, là, il y a le décret concernant le fonds d'appui et de développement de la presse. Et c'est un fonds qui va non seulement tirer ses ressources du budget de l'État, mais il y a la réforme de la publicité qui devrait aider à alimenter le fonds. Il y a les conventions et cahiers de charges, les redevances payées par les acteurs qui devraient alimenter. Donc véritablement, nous espérons avoir un fonds, d'ailleurs dans lequel les acteurs sont représentés au sein du comité de gestion. Maintenant, il y a l'autre réforme concernant les écoles de formation que nous sommes en train de réfléchir en rapport avec les ministères de tutelle, notamment l'enseignement supérieur pour les journalistes et le ministère de la formation professionnelle pour les techniciens. Et puis cette triste coïncidence en ce jour symbolique pour la profession de journalisme, la presse internationale endeuillée par la disparition du fondateur de Jeune Afrique, Béchir Ben Yahmed, est décédé aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Il était hospitalisé à Paris depuis la fin du mois de mars. Béchir Ben Yahmed était un acteur à part entière de la marche du continent noir, selon Cheikh Yérim Seck, ancien de JA. M. Ben Yahmed n'est pas qu'un observateur, n'est pas qu'un témoin privilégié de l'histoire de l'Afrique indépendante. C'est un acteur à part entière de la marche de notre continent depuis 1960. À plusieurs reprises, je l'ai entendu faire des remarques, mais des remarques allant dans le sens de l'intérêt citoyen en Afrique à des dirigeants africains. Béchir, c'est quelqu'un qui te met une pression permanente parce que c'est un fanatique du résultat. Il est capable de t'envoyer 7 notes la même journée à l'encre verte, parce qu'il a toujours écrit à l'encre verte comme Bourguiba, parce qu'il n'est pas satisfait de son travail ou parce qu'il veut que le travail soit bien fait. Bref, il a pu réussir à tenir d'une main de fer cette machine à fabriquer des informations qui existent depuis 61 ans. Et puis dans un tout autre registre, ça gronde également du côté du collectif des enseignants pour la mise en position de stage. Depuis 2012, près de 200 dossiers ont été sélectionnés sur environ 3000 enseignants. Selon eux, ils sont laissés en rade par l'État du Sénégal. Babacar Code est le coordonnateur du collectif interrogé par Maïmouna Ndiaye. L'État reste sourd d'oreille. Ils n'en disent rien. 10 ans après, il a fallu attendre qu'en 2019, avec les manifestations, pour que l'État réagisse. Sur 3000 enseignants en attente sur la liste pour la mise en position des stages, l'État n'a sélectionné que 199. L'arbre qui casse la forêt. Conviendra avec moi. Donc, 2019, il les sélectionne, il les laisse en rade après leur inscription jusqu'en 2021 hier, après un sitting rude. Et pour les amener en formation. Il reste maintenant plus de 2000 enseignants en attente sur la liste. Ce qui est extrêmement grave, exécrable, parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont désolés, ils sont dans le désarroi et ils veulent une expertise au service de l'école sénégalaise. Le ministère, on ne parle pas, ce n'est pas notre intellecteur. Depuis 10 ans, on parle avec lui, il ne nous écoute pas, y compris son directeur de formation. Lors du dernier conseil des ministres, le président a demandé à ce qu'on planifie la formation, il n'en est rien. Le ministre reste dans le mutisme. Maintenant, notre intellecteur, c'est le président de la République. C'est lui notre intellecteur. Il n'a qu'à réagir. Ils n'ont qu'à réagir. S'ils ne réagissent pas, l'escalade se fera ces jours à venir. Et le collectif exige par ailleurs la libération de leur collègue Alioune Badara Diagne, enseignant incarcéré depuis 2 mois maintenant. Le professeur est poursuivi pour appel à l'insurrection suite aux manifestations du mois de mars dernier. Le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal milite toujours pour l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans. Vous le savez, le chef de l'État a clairement affiché son opposition car prolonger l'âge de la retraite, c'est retarder l'arrivée des jeunes sur le marché du travail selon le président de la République. Et pour Sidia Ndiaye, dès lors que la mesure est valable pour une catégorie de profession, la généralisation est donc légitime. Voyez tout cela avec Fatou Bintou Conté et Mohamed Dieng. C'est lui
qui a soulevé le débat sur l'âge de la retraite à 65 ans lors du traditionnel dépôt de cahier des doléances en ce 1er mai. Le secrétaire général de la FGTS, la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, explique que sa revendication est légitime. Les retraités qui quittent leur poste, qui vont créer des emplois aux jeunes, il faut que ce soit clair. Il est évident que dans cette période où la jeunesse est en vogue, parce que tout le monde peut régler le problème de chômage des jeunes, ce n'est pas par les postes de retraite, n'est-ce pas, d'agents retraités de l'administration ou du privé qui vont régler ça. Ce n'est pas sur la base de quelques retraités qui vont quitter ou bien qu'on va prolonger qu'on va régler le problème du chômage. Les syndicalistes s'indignent que certains corps de métier bénéficient de cet avantage alors que d'autres pas. Ce qu'on ne peut pas accepter, c'est que dans certains secteurs, on amène la retraite à 65 ans. J'ai peux citer l'université, j'ai peux citer les magistrats et récemment les médecins infirmiers. Pourquoi certains doivent aller à 65 ans et d'autres pas à 65 ans? Qu'on nous donne les raisons. Nous, ce que nous demandons, c'est des raisons techniques. Vous pouvez me dire, oui, à 65 ans, on ne peut pas travailler, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez. Matar Dabo, du syndicat de l'administration, réclame quant à lui l'arrêt du recyclage des retraités et estime que la réponse du chef de l'État est en déphasage avec les réalités au sein de l'administration sénégalaise. Que l'État arrête le recyclage des retraités au niveau de l'administration, que l'État arrête aussi la prise des actes anti-jeunesse par des décrets qui allongent par exemple l'âge de la retraite par exemple de certains corps comme des huissiers récemment à 70 ans, comme certains magistrats à 65 ans, comme les médecins à 65 ans. L'allongement de l'âge de la retraite, une demande rationnelle pour les syndicalistes qui comptent se battre pour sa concrétisation. Et précisons, Fat Bintou, que pour les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et docteurs vétérinaires, ils peuvent aller à la retraite au-delà de 60 ans sans dépasser l'âge de 65 ans. Cette dérogation s'explique par la durée des études et dont la technicité et la valeur du service contribuent au bien-être physique et mental des populations. À Linguère, 10 jours après le dramatique incendie, les parents se relève tant bien que mal de la tragédie. Les parents endeuillés ne bénéficient pas encore d'une assistance psychosociale malgré l'injonction du président de la République. Nos équipes ont retrouvé les familles à Touba, Odiolde, Kounour et Barguedji. C'est un reportage édifiant de Mamadou Moustapha Ndiaye et Omar Ka. L'affaire des bébés morts calcinés au service néonatologie de l'hôpital Maguilo préoccupe le président de la République. En effet, ce dernier a instruit le ministre de la Santé de déployer toute l'assistance psychologique requise aux parents endeuillés. Sur le plan psychologique, elle tient bon. Donc elle n'a aucun problème pour l'instant. Tout à l'heure, on discutait, on riait le matin vers 9h, entre 9h et 10h. Donc voilà, avec la chaleur, on s'est un peu replié tout à l'heure. Donc elle n'a aucun problème pour le moment. Au Jolof, l'incendie reste toujours d'actualité. De Touba Odiolde à Koumour, en passant par Barkedji, le constat est le même. Les mères des bébés reviennent progressivement à leurs esprits. La réaction de mon épouse est tout à fait normale. En tant que croyante et être humain, elle ne peut qu'accepter la volonté divine, même s'il est difficile de perdre son bébé dans ces circonstances. Nous ferons tout pour l'accompagner psychologiquement. Je pense qu'elle a beaucoup à remercier ces actes posés par les autorités. Et je pense que depuis lors, toutes les autorités ont joué leur rôle. Vraiment, comme ça, elle ne sent plus rien, presque. Donc, sauf que peut-être que physiquement, elle est un peu souffrante. Et ça demande du temps avec un accompagnement peut-être médical. Les familles endeuillées n'ont pas encore bénéficié d'une assistance psychosociale, contrairement aux directives du chef de l'État en Conseil des ministres. Merci Mamadou. Venons-en à ces nombreuses contestations de la gestion de l'hydraulique rurale.
À Diourbel comme à Thiès, les populations protestent constamment contre une mauvaise gestion des forages ruraux accusés d'être la source du mal. Aquatec se lave à grande eau hydraulique rurale quand les conflits coulent de source. C'est un dossier réalisé par Cheikh Anta Diop et Céla Tire. De Mboro en passant par Mérina Dakar, Taïba Ndiaye, Pekes, c'est le même scénario. Des populations se retrouvent pour dénoncer la mauvaise gestion de leur forage et exiger le départ d'Aquatec. Aquatec qui est venu accaparer notre prestigieux forage construit depuis 1964 par les fils de la commune de Pekes. Cette société est venue prendre le forage sans le consentement de la population. Et en plus de cela, elle donne des facture avec une somme exorbitante. La population exige encore une fois de plus le départ de Aquatec sans condition et la restauration de notre forage. Modou Diouf, le chargé de communication du monde rural, se dit choqué par ce qui se passe. Cette réforme sur l'hydraulique rurale connaît un échec patent au vu des résultats notés ça et là. Et pour preuve, toutes les manifestations de rejet exprimées par les populations. D'où donc l'urgence de se poser des questions. Pape Diop, le directeur général de l'Aquatec, pour lui, la posture adoptée par le collectif des Assifor se justifie. À travers des groupes illégaux, des collectifs, des ex-Assifor, qui font de manière à ce que les choses ne se passent pas bien pour les populations. Voilà ce qui se passe en réalité. Même s'il y a des difficultés dans la gestion des forages tenus par les Assifor, Modou Diouf a rappelé le rôle fondamental que les Assifor ont joué dans le monde rural. Certains Assifor ont fauté, effectivement, oui, mais les Assifor antérieurement exécutaient avec bonheur, maîtrise et professionnalisme toutes les tâches à la grande satisfaction des populations. Cherté de l'eau, des forages en panne, le collectif de concert avec des populations accuse l'Aquatec d'être responsable. C'est faux. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tous les forages de la région de Thiès et de la région de Diourbel fonctionnent. Et aujourd'hui, au moment des passations de services, nous nous sommes rendus compte que les Assifor ont été endettés, ont des trains de dettes à même 100 millions, 110 millions de dettes Sénélec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vendaient à 175, très bien, mais ils ne payaient pas les factures d'électricité. Pour ces forages, d'aucuns pensent qu'il Et toutes nos excuses pour ce petit souci technique. Alors maintenant, à la découverte d'une femme qui dompte les poids lourds. Ndeye Khady Gueye est une femme conductrice de camion, un métier qu'elle exerce depuis 5 ans maintenant avec une dextérité, vous allez le voir, qui n'a rien à envier à celle de ses collègues hommes. C'est un portrait fascinant réalisé par nos équipes de Rufisque, Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasombe. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons. Alors maintenant à Kaolack, vaste opération de saisie de produits prohibés sur l'axe Kir Ayip, Nioro et Kaolack. La zone serait prisée par les trafiquants de faux médicaments et de chanvre indien. Dans le département de Nioro, les courses-poursuites rythment le quotidien des douaniers. C'est un sujet réalisé par Ibrahima Diamé et Faligaï. Une course-poursuite en pleine brousse dans le département de Nioro entre douaniers et conducteurs de motos transportant des produits frauduleux. Cette scène est une simulation, mais en réalité, ce sont des opérations quotidiennes dans la zone. C'est une course-poursuite qui n'a pas passé et ça fait partie de nos missions quotidiennes. Depuis le début d'année jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on a fait 1 tonne 300 de chanvre indien qu'on a saisi ici dans la localité. Non loin vers la frontière avec la Gambie, la brigade commerciale de Caraïbes effectue aussi de vastes opérations. En peu de temps, 700 kg de chanvre indien ont été saisis avec des munitions. Maintenant, cet échange d'informations combiné aux renseignements douaniers que nous cultivons tous les jours nous a permis, dans la journée du 24 avril, de constater une infraction qualifié d'importation en contrebande de marchandises prohibées, consécutive à une introduction dans le territoire douanier de 22 kg de chanvre indien et de faux médicaments
et 2 motos. Dans la même semaine, le bureau des douanes de Kaolack s'illustre aussi dans une importante saisie de faux médicaments. Les médicaments sont estimés à une valeur de 38 millions de nos francs et ils sont constitués essentiellement d'aphrodisiaques, d'anti-inflammatoires, d'antalgiques et d'antihistaminiques. L'axe Nioro-Keraïb fait partie des zones les plus dynamiques en termes de trafic de drogue au Sénégal, mais selon les agents, les brigades sont bien dotées en moyens pour faire face aux délinquants. Merci Ibrahima. Dans l'actualité internationale, l'éradication de la 12e épidémie d'Ebola en République démocratique, l'emprisonnement du directeur hebdomadaire dans le Congo-Brazzaville, reconnu coupable de diffamation contre l'épouse d'un conseiller spécial du président Denis Sassou Nguesso, 16 soldats qui trouvent la mort dans une embuscade au Niger et puis la Colombie où des violences ont fait 17 morts et des centaines de blessés. Le récit de Daniel Diouf. Soulagement en République démocratique du Congo, Ebola éradiqué près de 3 mois après sa résurgence au Nord Kivu, grâce à l'utilisation d'un vaccin fabriqué par un laboratoire américain. Dans le Congo voisin, le directeur d'un hebdomadaire satirique critique du régime du président Denis Sassou Nguesso, arrêté début février, a été condamné lundi à 6 mois d'emprisonnement ferme et a payé une lourde amende. Le journaliste Raymond Malonga, âgé de 60 ans, a été jugé devant la chambre correctionnelle du tribunal de Brazzaville qui l'a reconnu coupable de diffamation. Il aurait diffamé l'épouse d'un conseiller spécial du président Denis Sassou Nguesso, accusé d'avoir détourné 1 milliard de francs CFA du trésor public. 16 soldats tués ont disparu au Niger. Il s'agit d'une patrouille de la garde nationale qui est tombée dans une embuscade dans la région de Taoua, frontalière du Mali. L'attaque s'est déroulée samedi. Et puis au moins 17 personnes mortes et plus de 800 autres blessées en Colombie lors de violences en 5 jours de manifestations. Des manifestants opposés au projet de réforme fiscale du gouvernement de droite. Les victimes, 16 civils et un policier. Le ministère de la Défense a fait état de 846 blessés, dont 306 civils. Merci Daniel. Et puis en sport basket, le comité directeur de la Fédération sénégalaise de basketball adopte à l'unanimité les rapports d'activité et le bilan financier de l'instance. Une annonce du président, Maître Babacar Ndiaye. Il ajoute qu'un aval est donné pour les réformes des textes. Nous l'écoutons avec Pape Faragning et Amadouba. Projet de réforme des statuts de la fédération, du règlement intérieur et des règlements généraux. Il a également adopté, toujours à l'unanimité et par acclamation, les rapports d'activité des saisons 2018-2019, 2019-2020, ainsi que les bilans financiers de dites saisons, par acclamation. Le comité directeur a également étudié les demandes d'affiliation des clubs. Maintenant, il reste à transférer au club les projets de réforme pour leur observation avant l'Assemblée générale prévue le 22 mai. Je précise que nous avons convoqué les deux assemblées en même temps, l'Assemblée générale extraordinaire de réforme des textes le matin et l'Assemblée générale d'information dans l'après-midi. Et puis à quelques semaines de l'Assemblée générale qui va entériner les réformes des textes de la Fédération sénégalaise de basket, la Convergence pour la renaissance du basket sénégalais, CRBS, dénonce une forfaiture et parle de gestion opaque de Maître Babacar Ndiaye et de son équipe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec cher Sadibou Diarra. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre attention. À suivre sur TFM. Les 5 minutes du SAS Pape Anne, Ziar avec Yarwa et Moudfal et puis un peu plus tard, quartier général sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.